Bonne fin d'après-midi, tout le monde. Donc, je me présente, Jean-Michel Drouin de la compagnie Nouvelle Hauteur, formateur pour cette compagnie-là. Également membre de l'équipe de sauvetage technique de la compagnie Nouvelle Hauteur. Donc, on est une compagnie qui se spécialise en formation, en consultation, en service conseil, en rédaction de procédures, dont entre autres des plans de sauvetage en espace clos. Et également, on fait du sauvetage technique, autant en milieu de travail en hauteur et en espace clos. Donc, cet après-midi, je vais être accompagné de mon collègue Bruno, qui fait également partie de l'équipe de sauvetage technique, donc qui va m'aider si jamais il y a des petites questions plus pointues en ce qui concerne, on va dire, la hauteur, parce que souvent en espace clos, on se retrouve dans les deux situations, et un espace clos et du travail en hauteur. Donc, nos plans de sauvetage doivent prévoir ça. Je vais spécifier également pour votre gouverne que je suis un pompier actif sur la rive sud de Montréal depuis maintenant 14 ans. Pourquoi je vais spécifier? Parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui sont pompiers dans la salle, mais peut-être que dans quelques minutes, vous ne m'aimerez pas beaucoup. On va se parler de l'état du sauvetage en espace clos au Québec en 2024. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup de légendes urbaines qui entourent ce que nos pompiers sont capables de faire en sauvetage en espace clos. Donc, on va se mettre à la page de ce que c'est réellement. Ça va vous aider à comprendre pourquoi la réglementation exige que vous soyez prêts à exécuter des plans de sauvetage dans vos entreprises en cas de besoin. Donc, on va se parler de cette situation-là, de l'importance de la prévention et de la planification, du plan de sauvetage en lui-même et la cueillette d'informations préalables, les aspects réglementaires qui entourent le sauvetage. Vous en avez entendu parler déjà un petit peu au courant de la journée. Différents types d'équipements de protection qui sont requis et les délais d'intervention pour mener à bien un sauvetage. Première question que j'ai pour vous. Est-ce que le 911, c'est ça votre plan de sauvetage aujourd'hui, si jamais il arrive un accident dans votre espace clos? Je vois des gens dire non, je vois des gens qui disent rien. Faites-vous-en pas si c'est votre cas, sachez ceci. Une grande majorité des entreprises, okay, pas juste dans le domaine de l'agriculture, mais dans le milieu de travail en général, au Québec, et nous, on se promène un peu partout au Canada, même dans le reste du pays, on pense que si on contacte le 911 quand on est dans le trouble, ça a l'air un peu des séries qui passent à la télévision. Hein? Donc, des pompiers qui vont être là dans un délai incroyable, qui volent par-dessus la circulation, hein? Et qui arrivent avec les bons équipements prêts à intervenir, et on a un sauvetage qui va se faire en 2 à 3 minutes, généralement à la fin avec une pause d'un pompier, hein, qui est prêt à faire un calendrier. Je suis désolé de vous apprendre cet après-midi que la réalité est tout autre. Et non seulement ici au Québec, non seulement dans votre milieu de travail, mais c'est dans tous les milieux de travail. Voici la situation au Québec suite au dernier recensement qui a été fait par le ministère de la Sécurité publique au niveau du sauvetage en espace clos. Non, ce n'est pas une blague. Le dernier recensement date de 2013, donc il y a plus de 10 ans. On a fait les vérifications avant de venir ici aujourd'hui. Il n'y a pas de données plus à jour que ça aujourd'hui. Mais remarquez bien ceci. En 2013, il y avait 49 services incendies sur les 704 qui composaient la province qui disposaient d'une équipe de sauvetage en espace clos. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un service de sauvetage spécialisé au niveau des services incendies de la province. Vous avez vu la carte. Je reviens en arrière. On va regarder, on est où environ ici? Vous voyez cette zone-là? C'est chez vous, ça. D'accord? Et savez-vous quoi? Même si vous vous trouvez dans la petite zone ici, là,
Prenons le territoire de l'île de Montréal. Territoire le mieux desservi de la province en équipe de sauvetage en espace clos. 3 équipes prêtes à intervenir 24/7. Mais savez-vous quoi? Quand l'autoroute 40 est bouchée à 4h30 le jeudi, bien, le camion de pompiers, il ne vole pas par-dessus le trafic. Okay? Donc, il faut comprendre ceci. Il y a des délais d'intervention qui, même si on a des équipes de pompiers qui sont prêtes à intervenir, équipées, formées, il y aura toujours des délais qui sont inhérents au déplacement de ces équipes-là. Puis ça, je vous parle seulement du déplacement. Une fois sur place, il va y en avoir plein d'autres délais dont on va parler. Quand on s'en va dans l'est de la province, c'est encore pire. D'accord? Et je vous rappelle que ces données-là datent d'il y a plus de 10 ans. Vous devez être conscient de ceci. On est dans quelque chose qu'on appelle la pénurie de personnel au Québec. Mais savez-vous quoi? Ça touche également les services incendies et surtout en région et en milieu rural. Donc, la disponibilité des effectifs est également un enjeu qui vient faire que, depuis 2013, le nombre d'équipes de sauvetage en espace clos a diminué. Pourquoi c'est comme ça? Les municipalités n'ont aucune obligation de donner ces services-là. Ce sont des services qui coûtent très cher, qui demandent beaucoup de personnel, beaucoup de formation, beaucoup d'équipement. Donc, étant donné qu'elles n'en ont pas l'obligation et que très souvent les municipalités sont à la recherche de financement et qu'on doit faire des choix difficiles, ils se ferment plus d'équipes de spécialisées de sauvetage en espace clos qu'ils s'en ouvrent depuis 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec nos pompiers? Souvenez-vous de ceci. Un pompier, c'est un travailleur. Au sens de la réglementation sur la santé et sécurité au travail, ils sont des travailleurs au même titre que vous. Donc, nos pompiers, on ne veut pas qu'ils meurent. On ne veut pas qu'ils meurent, on ne veut pas en perdre, au même titre que n'importe quel travailleur. Donc, on a fait quoi dans les 10-15 dernières années? On a formé le personnel de 586 des 635 services qui restent au Québec. Vous avez remarqué que le chiffre a baissé? Hein? Donc, il y a des services incendies qui ont souvent été fusionnés. Certains ont malheureusement fermé carrément par faute de personnel et de moyens. Bien, on a formé ces gens-là à quoi? À reconnaître c'est quoi un espace clos. À reconnaître qu'ils n'ont pas la formation, l'entraînement, la supervision, les équipements nécessaires pour effectuer un sauvetage et appeler une des équipes spécialisées qui va venir compléter le sauvetage. Je vous rappelle qu'il y en a 7 % au Québec, dans l'entièreté de la province. Est-ce que le 911 est encore votre plan de sauvetage? Vous devez être conscient de ça, parce que si votre plan de sauvetage, c'est ça, c'est possible qu'on ne parle plus d'un sauvetage. Okay? Ça se peut qu'on parle, malheureusement, d'aller récupérer une personne. Devant l'obligation de se conformer aux exigences réglementaires, on sait que la réglementation nous oblige à avoir un plan de sauvetage dès qu'on parle de travail en espace clos. Un plan de sauvetage qui doit permettre de porter secours rapidement. Ce mot-là est textuel dans la réglementation. Maintenant, c'est quoi rapidement? Ce n'est pas plus précis que ça. Mais on peut supposer que rapidement veut dire on aimerait ça avoir un délai d'intervention qui va favoriser que notre victime et nos victimes restent en vie. Et ça, c'est très rapide. Vous avez eu plein de conférences aujourd'hui où on vous a démontré plein de risques associés aux espaces clos. Le premier étant souvent quoi? L'atmosphère. Est-ce qu'on a beaucoup de temps dans une atmosphère qui est considérée comme étant dangereux pour la vie et la santé? Non, on n'en a pas de temps. Si c'est trop long, on va se ramasser avec des décès. Souvenez-vous que les pompiers, il y a des délais qui sont inhérents à leur seul déplacement. Outre ça, rendus sur place, eux, ils réfléchissent de quelle façon? Si on a la chance d'être dans une municipalité qui a une équipe spécialisée, c'est leur sécurité en premier. On ne veut pas devenir une deuxième, une troisième, une quatrième victime. Donc, le problème, c'est quoi? Que eux, s'ils se retrouvent dans le trouble, qui va venir les chercher?
Il ne reste plus personne après. Donc, ils vont avoir des systèmes très complexes qui sont souvent des doubles et des triples sécurités pour s'assurer que jamais eux vont se retrouver dans le trouble et devenir des victimes supplémentaires. Donc, l'installation de leurs services, de leurs équipements de sauvetage est un autre délai qui est très, très, très long, ce qui, malheureusement, fait que nos équipes spécialisées de pompiers en sauvetage en espace clos, ils ont un très faible taux de victimes qui sont en vie une fois le sauvetage terminé. Donc, on doit s'orienter vers d'autres ressources. Première ressource, les travailleurs formés au sauvetage. Ça, c'est vous. C'est vous, c'est vos travailleurs. Là, je suis un travailleur, vous me parlez de sauvetage, ça peut paraître complexe tout ça. Comprenez ceci. La réglementation, ce qu'elle nous demande, c'est d'avoir des plans de sauvetage qui favorisent d'avoir des victimes qui restent en vie. Vous n'êtes pas des pompiers. Les systèmes ne seront pas tous doublés, triplés. Pourquoi? Parce qu'on vise quoi? Efficacité, rapidité, sécurité. Vous allez avoir accès à du matériel de sauvetage qui permet de faire des sauvetages d'une manière extrêmement simple. On va souvent parler au niveau des travailleurs formés au sauvetage de quoi? Un sauvetage extérieur. Un travailleur, on a parlé de surveillant aujourd'hui, une personne qui demeure à l'extérieur en tout temps pour surveiller les travailleurs qui font un travail. Bien, on va souvent parler de cette personne-là qui, via des outils, va pouvoir récupérer une victime qui se trouve à l'intérieur d'un espace clos bien, bien, bien avant que nos pompiers se présentent sur les lieux. On a également des équipes de sauvetage privées qui en a de plus en plus, qui sont disponibles pour venir fournir des services, souvent de façon ponctuelle. Pourquoi? Parce qu'on a un espace clos dans lequel on ne va pas souvent. Ce serait coûteux de se conformer à l'ensemble de la réglementation, acquérir nous-mêmes les équipements, former nos travailleurs et qu'on ne rentabilisera pas vraiment cet investissement-là. Donc, d'une façon ponctuelle, on fait appel à des équipes spécialisées privées. Faites attention. Équipe spécialisée privée ne veut pas dire que je ne dois pas me conformer à la cueillette de renseignements préalable à l'exécution des travaux, le plan de sauvetage écrit. Ils vont devoir avoir tous ces documents-là également parce qu'ils sont des travailleurs au sens de la réglementation. Et finalement, nos pompiers de nos services de sécurité incendie qui vont se présenter, qui vont faire ce qu'ils sont capables de faire dans les limites de la formation, l'équipement, les procédures qu'ils ont. La prévention et la planification du sauvetage, souvenez-vous de ceci, le sauvetage, ce n'est pas une prise de risque non contrôlée. Le sauvetage, tout comme la cueillette de renseignements préalables à l'exécution des travaux, c'est planifié bien, bien, bien avant que le travail commence. Quand ça se met à crier dans un silo, c'est plus le temps de se faire un plan. Il est trop tard. Le plan devait être fait, compris, prêt à être exécuté bien, bien, bien avant qu'on pense à envoyer un travailleur dans l'espace clos. Une fois que la situation d'urgence se présente, vous travaillez dans des milieux où très souvent, quand on parle de travailleurs formés au sauvetage, un gros enjeu face au succès d'une opération de sauvetage qui est menée par ces gens-là, c'est les facteurs psychologiques. On va souvent parler de quoi? On va parler de la connaissance des victimes, qui est un facteur psychologique qui vient fortement affecter notre jugement dans une situation d'urgence. D'avoir des plans, c'est un outil pour venir pallier à ces enjeux psychologiques-là afin de mener à bien notre sauvetage. Le plan de sauvetage, on va le voir comment? Comme une recette. Une recette qui comporte ce qu'on veut faire, des ingrédients, puis une préparation. C'est juste qu'à la fin, ça ne fait pas un gâteau, ça fait une personne qui reste en vie. Okay? Donc, notre plan de sauvetage, c'est l'exécution d'une recette. Mais la recette, il faut qu'elle soit écrite bien, bien, bien avant.
La priorité absolue d'un sauveteur, c'est sa propre sécurité. Que ce soit un travailleur formé au sauvetage, un sauveteur professionnel ou un pompier, la priorité absolue, c'est toujours sa propre sécurité. Ils sont formés à reconnaître les conditions dangereuses qui font qu'ils ne peuvent pas intégrer un espace clos. Donc, malheureusement, ça peut arriver que nos sauveteurs vont juger qu'ils ont le potentiel, en fonction de la situation qui est devant eux, de devenir une deuxième, une troisième victime et donc de ne pas se mettre à risque. Comment les travailleurs peuvent aider dans cette situation-là? En faisant tout ce qu'on vous a parlé depuis ce matin au niveau du travail de la meilleure façon possible. De un, on va éviter les situations de sauvetage. De deux, si jamais on se rend au sauvetage, tout ce que vous allez avoir bien fait en mode travail va faciliter l'opération de sauvetage. On parlait tout à l'heure de détection de gaz, l'importance de détecter des gaz avant que les travailleurs rentrent et également pendant les travaux. Quand on sait que 80% des décès sont causés par un risque atmosphérique dans un espace clos, moi, si je suis un intervenant qui veut faire un sauvetage, puis que je suis capable d'avoir l'histoire depuis le début du travail de qu'est-ce qui s'est passé avec cette atmosphère-là, je vais pouvoir m'en servir. C'est des vérifications que je vais valider, mais que je n'aurai peut-être pas à refaire complètement, et ça, c'est du temps. Du temps que ma victime n'a pas. Souvenez-vous de ceci, un accident en espace clos, c'est tragique. Une deuxième et une troisième victime, par contre, ça, c'est inacceptable. Il n'y a aucune raison que ça arrive. La réglementation vous exige de mettre en place tout ce qui est requis pour ne jamais que ça arrive. Donc, on ne devrait pas retrouver ça au niveau des statistiques. Et malgré tout, plus de la moitié des décès en espace clos, c'est une personne qui a fait une tentative de sauvetage sans avoir formation, procédure, équipement. Il faut être conscient de quelque chose. Un sauvetage en espace clos, ce n'est pas comme n'importe quel sauvetage. Si on va dans les spécialités de nos pompiers, ils les ont divisés en certaines catégories. Quand on parle d'aller faire un sauvetage en hauteur, dans une tour de télécommunication à 200 pieds dans les airs ou dans une éolienne qui, elle, est à 300 ou 400 pieds, le risque, il est évident pour les sauveteurs. Quand on parle de faire un sauvetage nautique, le risque, il est évident. C'est un risque de se noyer. En espace clos, la réalité, c'est quoi? C'est que ce qui risque de nous tuer est souvent non perceptible. La notion du risque est souvent non perceptible pour la personne qui est là, dehors, surveillant, et qui va faire une tentative de sauvetage dite improvisée. La façon d'éviter ça, c'est d'être méthodique, autant dans la phase travail que dans la phase sauvetage, parce que c'est la seule façon d'identifier les risques et de les contrôler pour pouvoir mener à bien, dans ce cas-ci, notre opération de sauvetage. Un sauveteur, également, je vous l'ai dit, c'est un travailleur. Il doit être informé des risques qui sont associés à son travail. On vous a parlé de la cueillette de renseignements préalables à l'exécution des travaux. Je vais en rajouter une couche sur l'importance d'avoir ce document-là. Nos sauveteurs vont s'en servir. Ils doivent être informés des risques associés à ce qu'ils vont faire. Si vous l'avez, prêt, complété, sur les lieux, disponible, encore une fois, c'est du temps qu'on va gagner. Le sauvetage débute bien avant le début du travail en espace clos. C'est avant que le travail commence qu'il est temps de se rendre compte « je n'ai pas ma procédure de sauvetage, je n'ai pas la bonne procédure de sauvetage. L'équipement qui est décrit dans ma procédure de sauvetage, aujourd'hui, il est brisé. Je peux-tu prendre une chance puis aller faire le travail quand même? Non. Tout ça doit être fait bien avant que le travail commence. Donc, différentes actions qui peuvent être faites avec l'application du plan de sauvetage
avant le début du travail, des choses dont j'ai parlé, l'aménagement des espaces clos afin de faciliter le sauvetage, qui est maintenant une exigence réglementaire, connaître le nombre de sauveteurs requis, puis ça va être qui? Assigner les responsabilités, connaître la méthode de sauvetage qui a été éprouvée, avoir les équipements nécessaires au sauvetage qui sont inspectés et à proximité des travaux, et contrôler les énergies potentielles et résiduelles par les sauveteurs. Je vous ai dit que nos pompiers, là, ça fait environ 15 ans là, qu'on leur dit « reconnaissez un espace clos, puis garochez-vous pas dedans ». Là, de ce temps-là, on leur parle de quoi? À mettre des cadenas, à cadenasser, à contrôler des énergies potentielles et résiduelles. Hein, quand dans ces formations-là, on prend nos pompiers et on leur met d'en face des photos. Bien, savez-vous quoi? Il y a un silo à grains dans ces photos-là. Puis on leur dit là-dedans, il y a des choses qui sont dangereuses pour vous. Donc, allez-vous pas vous mettre le nez là sans avoir contrôlé ces énergies-là. Et tout ça, de faire tout ça avant le début du travail, c'est du temps qui est très précieux pour notre victime. La cueillette de renseignements préalable à l'exécution des travaux, vous en avez entendu parler déjà un petit peu aujourd'hui. Donc, elle contient l'identification et la description de l'espace clos, l'identification des risques présents ou potentiels dans l'espace clos et ou dans son environnement, élément qui est souvent négligé. On focus beaucoup sur notre espace. Parfois, le problème, il vient de où? Il vient d'autour de notre espace. Donc, c'est à ne pas négliger. Et les méthodes de contrôle de ces risques-là. Je vous l'ai mentionné, nos sauveteurs vont également se référer à ce document-là dans le cadre de leur analyse de risque de leur opération de sauvetage. Donc, c'est primordial d'avoir ce document-là disponible et à jour sur les lieux. Le plan de sauvetage, donc, c'est un document qui a comme fonction de prévoir un maximum de renseignements qui ne changeront pas sur la façon de secourir sécuritairement des victimes dans un espace clos spécifique. Il contient encore une fois l'identification et la description de l'espace clos, l'identification des équipements de sauvetage nécessaires, la méthode détaillée de stabilisation et d'évacuation de la victime, parce que souvenez-vous de ceci, notre priorité en sauvetage, est-ce que c'est toujours de sortir la victime de l'espace clos le plus rapidement possible? Pas toujours. L'objectif, c'est la survie de la victime. Est-ce que c'est toujours l'espace clos qui est en train de tuer ma victime? Parfois, c'est un problème médical. Souvent, c'est un problème médical. Ne sous-estimez pas les coups de chaleur qui sont une cause fréquente de déclenchement d'un plan de sauvetage en espace clos. On est dans des endroits où, si on applique tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça va être long avant de rentrer. Il y a beaucoup de paperasse à faire. Il y a beaucoup de vérifications à faire. On s'en va faire un travail physique dans un espace qui est souvent mal ventilé. L'été, il fait chaud, on pousse un petit peu trop, on se rend au coup de chaleur, puis je ne suis plus capable de sortir de là par moi-même. Donc, la stabilisation, ça sert à quoi? Ça sert à venir m'occuper de ma victime d'une façon rapide et surtout de traiter le problème qui est en train de causer un préjudice à ma victime. On va plus loin que ça. Je suis en train de faire une crise cardiaque dans un espace clos. Mais j'ai bien fait mon travail depuis ce matin. On a mis un détecteur, on a mis de la ventilation, on a contrôlé nos entrées et nos sorties, on a des moyens de communication. Puis avec toutes ces mesures-là, je suis capable de voir que mon espace clos, présentement, il est sécuritaire. Est-ce que je vais plus aider ma victime de la sortir de là le plus rapidement possible ou lui prodiguer des premiers soins du RCR? Donc ça, dans nos sauvetages, il faut être conscient de ça également. Il faut que dans nos plans, on prévoit différentes possibilités de ce qui peut arriver pour qu'on prévoie ce qu'on va faire comme action pour être efficace. Un plan de sauvetage, ça va être rédigé par une personne qui, en raison de ses connaissances, son expérience ou sa formation, est en mesure de nous faire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui va résulter par un sauvetage puis des victimes qui restent en vie. Puis même à ça, on n'y fera même pas 100% confiance. On va exiger que ce plan de sauvetage-là soit éprouvé.
En passant, on n'éprouve pas un plan de sauvetage avec des vraies personnes, s'il vous plaît. Voici de quoi ça peut avoir l'air. Donc, je vous parlais tantôt de ma recette. Hein? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme recette? Mes ingrédients, une méthode de préparation, puis de quoi ça devrait avoir l'air une fois mon installation complétée. On peut en avoir des très simples, on peut en avoir des très complexes, tout dépendant de l'espace clos lui-même. Les aspects réglementaires du sauvetage, conférence avant nous qui était très intéressante sur les appareils de protection respiratoire, qui sont un outil qui va être souvent et même toujours utilisé par nos sauveteurs. Pourquoi? On se fie aux statistiques. 80% des décès en espace clos sont liés à un danger atmosphérique. Je suis sauveteur, ma priorité est ma sécurité. Je vais faire quoi pour m'assurer de ne pas être une statistique? Je vais apporter mon air. Un air que je le sais qu'elle est correcte, je le sais qu'elle va me fournir ce dont j'ai besoin via un appareil de protection respiratoire isolant autonome, un appareil à adduction d'air. Une fois, si je dois utiliser un tel appareil, je vais devoir le faire selon la réglementation qui a adapté la norme CAN CSA Z94.4, édition 2011, qui a été ajustée en 2016. Long nom de norme, souvenez-vous-en. Tantôt, je vais vous en reparler, vous allez comprendre qu'elle est quand même importante, cette norme-là. Dans cette norme-là, il y a la définition d'un espace clos. Je vous rappelle que cette norme-là est adoptée dans la réglementation. On est venu dire quoi? Qu'un espace clos, c'est défini par les autorités compétentes, donc c'est une norme qui s'applique, pas qui s'applique, mais qui peut être adoptée par l'ensemble des gouvernements. Donc, on dit que l'autorité locale va déterminer c'est quoi un espace clos sur son territoire et que si elle le fait, on dit qu'en l'absence de preuves du contraire, on estime que tous les espaces clos, sans exception, constituent un danger immédiat pour la vie et la santé des travailleurs. Cette preuve du contraire-là, ça va être un peu à vous de la faire en tant que travailleur en monitorant l'atmosphère de vos espaces clos depuis le début du travail. D'accord? Parce que si il n'y a aucune vérification qui est faite, d'emblée, on considère que c'est une atmosphère qui va être dangereuse et on va devoir se munir d'équipements de protection respiratoire. C'est une bonne chose de se munir d'appareils de protection respiratoire. Par contre, il faut être conscient de quoi? Encore une fois, pour mes sauveteurs, ça entraîne des délais. L'aménagement de l'espace clos, donc l'article 297.1 du RSST, exige maintenant que l'aménagement d'un espace clos doit prévoir des moyens qui vont faciliter la sortie, l'entrée, les déplacements à l'intérieur, ainsi que le sauvetage. Prenons un silo à grains. Un gros enjeu qu'on va avoir au niveau de l'équipement de sauvetage, c'est quoi? C'est d'avoir un point d'ancrage pour venir installer différents équipements de sauvetage. Dorénavant, ce qui vous est demandé, ça va être de prévoir ces moyens-là d'avance dans l'aménagement de vos espaces pour qu'on n'ait pas à aller chercher un coup qu'on est en situation de sauvetage. D'ailleurs, où est-ce qu'on va installer nos équipements, sur quel point d'ancrage, ça va faire partie de notre plan de sauvetage qu'on va avoir éprouvé. L'article 299 vient interdire à toute personne qui n'est pas affectée à effectuer un travail ou un sauvetage d'entrer dans un espace clos. Ça me dit quoi? Ça me dit que le matin, avant le début du travail, quand je prends connaissance de mon plan de sauvetage, que je dis qui va faire quoi en temps de sauvetage, ça veut dire que ce sont les seules personnes qui devraient entrer dans l'espace clos. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'est-ce qu'on va faire, elles ont été formées à faire ça, elles savent se servir des équipements, elles savent surtout reconnaître les risques et reconnaître les conditions auxquelles il n'est pas sécuritaire d'intégrer l'espace clos. La cueillette de renseignements préalables à l'exécution du travail, on voit à la dernier paragraphe ici
que les moyens de sauvetage doivent faire partie de la cueillette de renseignements préalables à l'exécution des travaux. Donc, ce sont deux documents qui viennent ensemble. Le surveillant, donc, qui est obligatoire d'être présent en tout temps sur les lieux d'un travail en espace clos, doit être une personne qui est à l'aise, formée, au courant de c'est quoi les procédures de sauvetage pour cet espace clos-là aujourd'hui. Parce que potentiellement, c'est lui qui va déclencher le plan de sauvetage. Quand on exige qu'il y ait un surveillant à l'extérieur de l'espace clos, pourquoi? Parce qu'on assume qu'il peut être la dernière personne qui va être en mesure de déclencher le plan de sauvetage. Le plan de sauvetage en lui-même, il doit inclure les équipements, les moyens pour secourir rapidement tout travailleur effectuant un travail dans un espace clos, les équipements requis par le plan de sauvetage ainsi que leurs accessoires doivent être adaptés à l'utilisation prévue ainsi qu'aux conditions spécifiques des travaux de l'espace clos, vérifiés et maintenus en bon état. Ça, des fois, ça fait défaut. Présent et facilement accessible à proximité de l'espace clos en vue d'une intervention rapide. Il doit inclure un protocole d'appel et de communication à nos sauveteurs, entre notre surveillant et nos sauveteurs, et il doit y avoir une personne qui va être prévue pour diriger l'opération de sauvetage. Les travailleurs affectés à l'application des opérations de sauvetage doivent avoir reçu une formation élaborée par une personne qualifiée qui inclut les techniques visant à éviter de mettre leur sécurité et celle des autres travailleurs en danger. Finalement, il doit être éprouvé par des exercices qui vont permettre de valider si notre plan de sauvetage fonctionne. Les équipements de protection, on en a 4 catégories. Les EPI individuels des sauveteurs, les dispositifs d'ancrage, les dispositifs de déplacement et d'avantage mécanique et les équipements d'évacuation des victimes. Les EPI de nos sauveteurs, plusieurs choses dont on a parlé aujourd'hui. Donc, ils vont devoir porter au minimum plusieurs équipements qui sont requis par réglementation. Dispositif d'ancrage, on va avoir besoin de points d'ancrage pour installer nos différents équipements qui vont servir à déplacer nos victimes jusqu'en sécurité. Nos dispositifs de déplacement et d'avantage mécanique, ce sont des dispositifs très simples d'utilisation. C'est des équipements qui fonctionnent très bien, très efficaces et qui sont faits pour être utilisés par des travailleurs formés au sauvetage. Il faut savoir comment ça fonctionne, mais il n'y a rien de sorcier là-dedans. Versus nos pompiers, eux, ça va être des systèmes beaucoup plus complexes que ça. Donc, souvenez-vous de ceci. Nos travailleurs formés au sauvetage, vous avez des équipements qui sont disponibles afin de répondre à nos critères d'efficacité, rapidité, sécurité, parce que les travailleurs formés au sauvetage sont la meilleure option de survie d'une victime. Ils vont toujours être les plus rapides à intervenir. Équipement d'évacuation des victimes. Je vous montre celui-là. Probablement que vous avez déjà vu ça. Un équipement qui est spécifique à votre milieu. Si on ne l'a jamais vu avant, si on ne sait pas comment ça fonctionne, by the way, vos pompiers, probablement qu'ils n'ont aucune idée comment ça fonctionne, cette affaire-là. Donc, c'est un équipement qui est nécessaire pour faire le sauvetage dans votre milieu. D'autres équipements qui servent à stabiliser et évacuer des victimes. Au niveau des délais d'intervention, on a dit qu'on veut faire quoi? On veut favoriser que nos victimes restent en vie. Ça va devoir être très rapide. La norme CAN-CSA Z94.4, dont je vous parlais tantôt, qui est adoptée par réglementation, mentionne qu'une teneur réduite en oxygène à 16 % et moins constitue un danger immédiat pour la vie et la santé. On disait jusqu'en 1994 par un organisme américain qu'une exposition à une atmosphère dite DIVS, on parlait d'un décès en dedans de
30 minutes maximum. Ils ont même enlevé ça. Maintenant, on ne veut plus du tout être exposé à une atmosphère dite DIVS. Cette même norme mentionne que tous les espaces clos sont considérés comme étant atmosphère DIVS jusqu'à preuve du contraire. Une autre norme CSA, qui celle-là n'a pas été adoptée par réglementation, mais qui nous sert souvent de référence, mentionne qu'un travailleur qui est dans un espace clos, dans une atmosphère DIVS, devrait être secouru, devrait être atteint par les sauveteurs, non pas secouru, en moins de 3 minutes. Comprenez que d'atteindre une victime en 3 minutes, si vous n'avez pas de plan, si vous ne savez pas c'est qui vos sauveteurs, si vous n'avez pas vos équipements prêts et inspectés, il n'y a aucune chance que ça arrive. On estime que les meilleures équipes de sauvetage vont avoir fait un bon travail lorsqu'ils réussissent à sortir une victime en moins d'1 heure. Ça vous montre l'importance de quoi? D'être prêt chez vous avec des procédures, des équipements, des gens formés à sortir vos travailleurs de vos espaces clos si jamais ils sont dans le trou.